Maxima, au sommaire de votre journal des médias, Antoine. Une enquête préliminaire, une panne inédite donc, celle de TF1, on va en parler dans quelques instants, et puis une méthode étonnante, vous l'entendrez dans quelques instants, ça se passe aux États-Unis. Mais d'abord, les audiences avec vous, Louise, qu'ont regardé les Français hier soir et hier dans la journée d'ailleurs. Alors, comme la semaine dernière, TF1 qui est en tête avec section de recherche, 2 épisodes, légèrement en baisse, 4 400 000 téléspectateurs, 20,6% de part d'audience. Ensuite, c'est M6, Insaisissable 2, c'était le premier volet, a été diffusé la semaine dernière. Et c'est le même score, les téléspectateurs ont voulu voir la suite, 3 millions de téléspectateurs, 14,3% de part d'audience. Ensuite, France 3, avec un film, une comédie, Adopte un veuf, qui avait bien marché au cinéma avec plus d'1 million d'entrées. Et là, c'est 2 140 000 téléspectateurs qui sont venus regarder ce film, 9,2% de part d'audience. Culture Média. Alors à la une, Antoine, Patrick Poivre d'Arvor visé par une enquête. Une enquête préliminaire pour viol, elle a été ouverte cette semaine par le parquet de Nanterre. L'information a été donnée hier soir par le Parisien sur son site. Elle est reprise, cette information, en première page du journal ce matin. La femme qui accuse PPDA, Florence Porcel, une écrivaine de 37 ans, à la une donc du quotidien. C'est elle qui a porté plainte contre l'ancien présentateur vedette de TF1 et ex-journaliste de CNews. Il est parti il y a quelques semaines. Elle l'accuse de l'avoir violé en 2004, notamment dans le bureau qu'il occupait alors à TF1. Puis en 2009, année pendant laquelle elle aurait envisagé de porter plainte avant de renoncer. De peur de ne pas être crue, elle a donc fini par le faire, encouragée, écrit le Parisien, par le contexte actuel de libération de la parole. Et ces accusations ne surprennent pas grand monde dans le monde des médias. Oui, chez TF1 notamment, c'est ce qu'affirme encore le Parisien. C'est dans un article publié ce matin sur son site. Un reporter qui a travaillé une dizaine d'années avec Patrick Poivre d'Arvor confie qu'à chaque fois qu'un scandale MeToo éclate, il ne peut s'empêcher de se demander mais pourquoi rien ne sort sur PPDA. Patrick Poivre d'Arvor a qualifié les accusations portées contre lui de fantaisistes et son avocat a indiqué qu'il allait déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. On change de sujet avec du jamais vu dans l'histoire du JT. Oui, du JT de TF1, c'est inédit. Impossible de diffuser le journal de 13h hier, 2 jours après avoir fêté son 40e anniversaire. Une panne de réseau, selon la chaîne, quelques minutes seulement avant que le journal ne commence. Malgré tout, sa présentatrice a pris l'antenne, quelques secondes seulement, pour expliquer ce qui était en train de se passer. Marie-Sophie Lacaro, donc visiblement troublée, on ne serait à moins. Bonjour et bienvenue dans ce 13h, mais nous n'allons pas passer beaucoup de temps ensemble. Aujourd'hui, c'est totalement inédit. Nous n'allons pas pouvoir vous proposer votre journal de 13h. Nous ne sommes pas en mesure de diffuser un seul reportage. Nous avons ici un énorme problème technique. Alors, croyez-le bien, nous en sommes évidemment désolés. Nous vous prions de nous en excuser. Nous allons devoir en rester là. Je le redis, c'est absolument inédit. Par correction, je tenais à prendre l'antenne pour vous dire cela et puis pour vous dire aussi que si ce problème venait à se rétablir, eh bien, nous reviendrions à l'antenne évidemment. Nous vous proposerions votre journal de la mi-journée. Et c'est ce qui s'est passé. Le journal a pu commencer avec près de 40 minutes de retard. Journal raccourci, il n'a duré qu'une vingtaine de minutes. 40 minutes de retard, donc 40 minutes pendant lesquelles TF1 a diffusé des bandes annonces, des publicités et un numéro du magazine Reportage. La chaîne d'information du groupe, LCI, a elle aussi été affectée par cette panne qui n'aurait rien à voir avec une cyberattaque selon TF1. Impossible là de diffuser le moindre reportage pendant quelques minutes. Qu'ont fait les téléspectateurs habituels de TF1 ? Eh bien, on va vous donner les chiffres dans quelques instants. Julien Bugier, le présentateur du JT de France 2, lui, avait déjà sa petite idée. C'était à la fin de son journal hier. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bienvenue à nos nouveaux téléspectateurs. Nombreux, paraît-il, aujourd'hui. Et quelques mots très mal perçus à TF1. Julien Bugier a d'ailleurs présenté des excuses sur Twitter. Mais quelques mots ont visiblement été mal compris. C'était de l'humour maladroit. Quand on se trompe, il faut le reconnaître. Mes excuses à nos amis du JT de TF1, a écrit Julien sur son compte. Alors, les audiences, on en a parlé. Les voici. Alors, Louise. On les a. L'effet est immédiat. D'habitude, pour vous resituer un peu les choses, TF1, le JT de 13h, Marie-Sophie Lacaro fait en moyenne 5 600 000 téléspectateurs, 42% de part d'audience. Julien Bugier, c'est 3 millions. Là, hier, c'était 5 380 000. Sur France 2, c'est un record, c'est évidemment. En fait. Exactement. Et c'est un carton pour Julien Bugier, 41% de part d'audience. Sur TF1, il y avait quand même 2 millions de personnes qui sont restées, 14,9% de part d'audience. Et ça remonte après quand le petit JT à 13h37... Le JT de 20 minutes. C'est ça, le JT de 20 minutes est arrivé, dont parlait Antoine. Merci beaucoup, Louise. Une nouvelle chroniqueuse, tout à fait autre chose, dans Balance ton poste. Isabelle Balkany, elle commencera dans 2 semaines. Cyril Hanouna a profité de sa présence hier soir sur le plateau de Touche pas à mon poste pour l'annoncer. Isabelle Balkany
États-Unis qui pourrait alors porter un bracelet électronique dans Balance ton poste, car sa peine de prison ferme, 3 ans de prison ferme pour fraude fiscale, a été aménagée. Elle devra donc porter ce bracelet et ne pourra sortir que quelques heures par jour de sa propriété de Giverny. Le focus programme du jour, Antoine, c'est un documentaire consacré à Charles Trenet sur France 3. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Il y a de la joie, l'une de ses chansons les plus célèbres. Cela fait 20 ans aujourd'hui que Charles Trenet est mort. Alors France 3 lui rend hommage avec un portrait tout en archives, colorisé qui plus est, des photos, des films d'époque avec des interviews de Trenet lui-même. Et ce qui saute aux yeux, c'est la joie communicative de l'artiste. Mais derrière cette euphorie se cache en réalité une faille que le documentaire explique très bien. Charles Trenet a été abandonné par sa mère lorsqu'il avait 6 ans seulement. Un immense traumatisme. Philippe Colly, le réalisateur. Et il a porté ça toute sa vie. Je ne mérite pas d'être aimé, d'où le fait qu'il est toujours souriant sur les photos. Sinon, on pense qu'il va être rejeté. Il faut qu'il soit souriant. Et sur scène, il recrée, et dans ses chansons, chanteur de la joie, il recrée le paradis qu'il a perdu. Et il fait monter le public au paradis. Il a été abandonné, on lui a enlevé son paradis, et ben voilà. Et maintenant, les autres ne veulent plus qu'il parte quand il chante. Il s'est aperçu petit à petit qu'il méritait vraiment d'être aimé. Son œuvre a touché les gens, et les gens lui ont dit « on a besoin de toi ». Philippe Colly, réalisateur du documentaire diffusé ce soir à 21h05 sur France 3. Charles Trenet, l'enchanteur. On en reparlera tout à l'heure à 10h05 avec le zapping du lendemain des Baroques. Une histoire étonnante qui fait écho à un débat récent en France. Débat autour d'un article controversé de la proposition de loi sécurité globale. L'article 24, on en a beaucoup parlé ici, celui qui prévoit des sanctions en cas de diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre. Eh bien, aux États-Unis, des policiers ont trouvé une astuce pour ne pas être filmés puis épinglés sur les réseaux sociaux. Louise, leur idée est simple, ils diffusent de la musique lorsqu'ils sont filmés. Oui, mais alors de la musique sous copyright, c'est-à-dire soumise aux droits d'auteur. Pourquoi ? Faites le test. Si vous publiez une vidéo sur YouTube, Facebook ou Instagram et qu'il y a de la musique, même en fond sonore, les plateformes ont le droit de supprimer votre vidéo ou interrompre une diffusion en direct. Et si jamais les algorithmes ne détectent pas automatiquement la musique, n'importe qui peut en demander la suppression. La vidéo ne vous appartient, pas la musique. Et donc, certains policiers se servent de cette protection des droits musicaux pour ne pas apparaître sur les réseaux sociaux. Exactement. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est encore anecdotique à ce stade. C'est le site d'information Vice aux États-Unis qui raconte comment un activiste qui est connu pour filmer régulièrement la police s'en est rendu compte. Un jour, il s'est retrouvé face à un policier devenu soudainement mélomane. Il se rendait dans un commissariat pour contester une amende. À l'accueil, il se met à filmer son échange avec le policier, le diffuse en direct sur les réseaux sociaux. Le policier lui demande combien de personnes regardent le direct, puis il sort son téléphone pour diffuser cette chanson. Santeria du groupe Sublime. L'activiste s'étonne, mais se souvient alors que 2 semaines plus tôt, c'est un autre policier qui, face à sa caméra, avait cette fois dégainé un morceau des Beatles, Yesterday pour être précise. L'expérience se renouvelle aussi quelques jours plus tard, toujours avec les Beatles, et à chaque fois l'activiste a des vidéos pour le prouver. Alors aucun des policiers n'a revendiqué son geste comme étant une manière de dissuader les citoyens de les filmer. Ce n'est pas non plus une consigne officielle donnée par les supérieurs. C'est toutefois une méthode de censure qui commence à être connue pendant le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Certaines vidéos de manifestations avaient été signalées puis supprimées avec pour seul prétexte les musiques présentes en fond sonore. Et puis des bons chiffres pour terminer ce journal, Antoine. Oui, de bons chiffres pour le hors-série du Nouveau Détective. 30 000 exemplaires en un mois pour ce numéro consacré à l'affaire Grégory. C'est 5 fois plus que d'habitude. Et ce numéro, on en avait parlé ici dans l'émission il y a un mois environ avec l'un des journalistes du magazine, Michel Marie. Merci beaucoup Antoine Janton, merci beaucoup Louise Bernard. À lundi, bon week-end pour un nouveau journal des médias.